Ravi de vous retrouver pour ce point de l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Fin ce mardi au Parlement de l'atelier de formation et d'information des députés démarré ce lundi sur le contenu du projet de finances 2017. Nous en parlerons dans ce journal. L'opération de déguerpissement des abords immédiats des écoles et collèges est aussi effective dans le département de l'Atlantique. Que pensent certains Béninois de la dite opération? Vous suivrez les appréciations de quelques-uns dans cette édition. Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, a refusé de comparaître ce mardi à son procès à Abidjan pour crime contre l'humanité. Vous en saurez davantage dans cette édition. D'autres informations viendront meubler cette session d'information. Merci de votre fidélité à Eden TV. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, fin ce mardi de l'atelier d'appropriation du contenu du budget général de l'État, gestion 2017. Le dit atelier, démarré ce lundi au profit des députés de l'Assemblée nationale, est une initiative de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, UNASEM, qui vise à permettre aux députés de se familiariser au contenu du projet de loi de finances 2017, d'avoir une meilleure compréhension du budget de l'État, gestion 2017 et des documents qui l'accompagnent. Cet atelier s'est achevé ce mardi après plusieurs communications et ce sur une note de satisfaction des députés de la 7e législature. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions avec Amel Didier Rompé-Noudji. La décision préfectorale de déguerpissement des abords immédiats des écoles prises à la veille de la rentrée scolaire est aussi mise en exécution dans le département de l'Atlantique. Ainsi, tous les kiosques et diverses baraques qui longeaient il y a peu les clôtures de ces écoles ont été déguerpies. Que pensent certains riverains de Godomé et d'Abomey-Calavi de la dite décision? Suivez ici leurs propos. Ils sont au micro de Laurent Roland Tonnikes. Cette décision du gouvernement, bon, pour ma part, malgré que ça fait mal, bon, c'est une bonne décision parce que je crois savoir que c'est une loi qui devait être appliquée depuis longtemps, qui ne l'a pas été, pour que au moins aux alentours des écoles, les écoles soient bien visibles et qu'il n'y ait pas des dérangements. Bon, sauf que bon, il fallait donner du temps à ceux qui avaient occupé les lieux pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions et partir. Bon, par exemple, de mon côté, ils étaient arrivés la veille à 17 h et on dit à 8 h, le gradin viendra. Bon, il a fallu que la nuit, on a essayé de tout déménager. Comme il y a les boutiques ici, mais maintenant, ça protège aussi les enfants. Vous voyez, non, maintenant, lorsqu'on a cassé toutes les boutiques maintenant, là, la voie sont ouvertes. Même s'ils sont en train d'étudier, ils vont en train de voir, même les voir ce qui se passe, même si une moto passe comme ça, là, ils vont regarder ça. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous, maintenant, nous sommes en train de faire ici? Et ça va déranger les élèves. Moi, je vois que ça, là, c'est une mauvaise décision que notre gouvernement a prise. La décision qu'ils ont prise là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Ils ont enlevé les gens sur le bord de la voie. Maintenant, comment ils vont faire pour notre sécurité? Ils ont fait ça. Et ils ont enlevé les gens. Et la sécurité, comment on va faire? Vous avez vu, en temps, comment dire, à Messebo, au-dessus de choses là, ils ont tout renvoyé de gens, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont rien fait. Si c'est comme ça, mais c'est pas bon. Mais s'ils vont casser les gens et refaire bien, ce serait bon. Mais si c'est laissé là comme ça. La décision n'est pas mal. C'est une bonne décision. Ça va permettre quand même aux enfants de bien suivre les cours. Sinon, si on laissait les enfants, on laissait les vendeurs qui s'alignent autour des trottoirs, bien tout autour de l'école, comme cela était. Donc cela pouvait quand même distraire un peu les enfants à suivre les cours. Donc pour moi, elle n'est pas mauvaise, cette décision.
Des propos recueillis par Laurent Tonneikes et Damien Pedro. L'organisation non gouvernementale suisse Public Eye, dans un rapport intitulé Dirty Diesel, a dénoncé la vente en Afrique de carburant à haute teneur en soufre par des sociétés suisses. Au Bénin, l'un des pays concernés, les opinions divergent quant aux conséquences pour les consommateurs et les importateurs de produits pétroliers. Frégis Serroulan pour les précisions. C'est dans un rapport de 160 pages intitulé Dirty Diesel que l'organisation non gouvernementale Public Eye a dénoncé ce jeudi 20 octobre la vente en Afrique de carburant à haute teneur en soufre par des sociétés suisses. Selon Public Eye, ces sociétés produisent en Europe des carburants qui ne pourraient jamais y être vendus car très polluants et cancérigènes. Toujours selon l'ONG, les sociétés Vitol, Trafigura, Adas et Oris profitent de la faiblesse des normes africaines pour y vendre des carburants de mauvaise qualité et réaliser des profits au détriment de la santé de la population africaine. 8 pays sont concernés: l'Angola, le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Zambie et le Bénin. À Cotonou, Ernest Baguidi, président de l'association Bénin Santé et suivi du consommateur, s'indigne et promet des actions en justice. Le carburant utilisé dans ces véhicules après combustion fait libérer des gaz souvent toxiques. Et l'essence déjà, même si c'est un produit conforme, nous expose déjà à d'énormes risques en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Mieux, quand c'est de mauvaise qualité, c'est encore plus complexe. Le fait de nous avoir exposés à ces produits toxiques pendant tout ce temps, nous allons interpeller au niveau de la justice tous les acteurs et chacun doit pouvoir répondre. Et c'est une manière pour nous d'amener les gens à se conformer désormais et c'est notre manière à nous de demander que réparation soit faite aux consommateurs même si on ne peut pas tout rattraper. Ce rapport est le résultat de 3 ans d'enquête selon Public Eye qui a prélevé des échantillons à la pompe dans les 8 pays et découvert que la teneur en soufre des carburants était jusqu'à 378 fois supérieure à la teneur autorisée en Europe. Dans un courrier à l'agence France Presse, la société Vitol indique que le rapport de Public Eye est erroné et donne de fausses informations. Interrogés, les sociétés Adas et Oris, eux, n'ont pas réagi jeudi. Les importateurs béninois, quant à eux, ne manquent pas d'arguments pour se défendre. En tant qu'importateurs béninois, nous nous référons très bien aux caractéristiques qui sont indiquées par le législateur béninois. Nous pouvons aussi confirmer que les qualités que nous importons sont des qualités qui sont bien contraires à ce qui se dit, en conformité avec le législateur béninois. Notre qualité est déjà très bien prise en compte en teneur de soufre, bien que ce soit encore très loin également des produits qui sont livrés, disons, sur le plan européen. Les dispositions sont toutes simples. Nous allons le faire, mais en le faisant, il va falloir que les dirigeants accompagnent en mettant rapidement et vite et bien fait de nouvelles structures par le législateur. Le rapport de l'ONG Public Eye révèle aussi que les carburants incriminés contiennent d'autres substances telles que du benzène à des niveaux généralement interdits par les normes européennes. L'Assemblée nationale du Bénin est ainsi interpellée pour fixer un seuil maximal de soufre et réguler les autres substances. Au volet éducation, exactement 3 semaines qu'écoliers et élèves ont repris le chemin des classes du matin au soir. Les écoliers ne font pas qu'affrendre. Le législateur a prévu une quinzaine de minutes pour la détente appelée période de récréation. À la récréation, les enfants jouent mais achètent aussi à manger. Mais les différents plats à eux proposés contiennent plutôt-ils des nutriments nécessaires? Élément de réponse dans ce reportage de Freddy Loris Davon. Il est 10h15. Nous sommes à l'école primaire publique de Siquet Sud. C'est l'heure de la récréation. Les apprenants affluent de toutes les classes vers les vendeuses. Ils s'offrent à eux une gamme variée de nourriture. Ici, l'enseignant n'influence pas le choix et la quantité du plat. Mais il n'en demeure pas moins vrai que le choix des principaux repas de la journée
répond à des critères et principes diététiques. Ces repas principaux doivent être équilibrés et sains. Donc, dans le plat, il doit avoir un tiers de féculents, dont le riz ou le maïs et ses dérivés, le pain, l'igname, le spaghetti et autres. Ce repas doit être aussi constitué d'un tiers de viande ou poisson ou haricots ou œufs ou soja. La troisième partie doit être constituée de fruits et ou légumes. L'écolier doit adopter une bonne alimentation qui lui permettra de couvrir ses besoins nécessaires pour une bonne croissance, le maintien de sa santé et pour le développement de bonnes habitudes alimentaires. Les principaux repas de la journée devraient être complétés par des collations. Les collations, c'est les collations qu'il prendra à l'école. Collation entre le repas du matin et du midi, il va prendre une collation de 10 heures. Entre le repas de midi ou du soir, il doit prendre une collation de 16 heures. Pour les collations, les enfants doivent prendre des produits laitiers ou fruits. Et donc, à l'école, normalement, il ne devrait pas avoir une variété d'aliments, mais souvent des aliments juste qui va leur permettre d'avoir une petite collation comme riche en fruits ou produits laitiers. Comme quoi, la bonne croissance des enfants et leur développement intellectuel sont conditionnés par la qualité de leur alimentation. Lundi, alors que devait commencer la première audience consacrée aux témoins de la défense, nous sommes en Côte d'Ivoire. Les avocats de Mme Gbagbo avaient demandé à entendre l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'ancien chef de la rébellion Guillaume Soro, l'ancien premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou, l'ex-premier ministre, l'ex-ministre Charles Kofi Dibi et l'ex-patron de l'armée, le général Philippe Mangou, et le directeur général de la police nationale, Brindou Mbia, sur le conseil de ces avocats qui avaient annoncé ce lundi qu'ils suspendaient leur participation en raison de l'impossibilité de faire témoigner certaines personnalités. Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, a refusé ce mardi de comparaître à son procès à Abidjan pour crime contre l'humanité. Suivons ici un extrait du procureur général. Le principe de la comparution du témoin, c'est la liberté. Ils comparaissent volontairement, ils sont libres de témoigner ou de ne pas témoigner. Ils ont cité un certain nombre de témoins, ceux-là peuvent venir comme ne pas venir. Et dans tous les cas, comme nous l'ont certifié, il y a d'autres témoins dont ils sont certains de la comparution et ça a été justement renvoyé pour leur permettre de faire venir ces témoins-là pour nous dire leur part de vérité. C'est le déroulement normal d'une procédure où il peut y avoir beaucoup de renvois pour telle ou telle raison, simplement pour se mettre en conformité avec la loi. Le ministre de l'Intérieur nigérien a visité le camp de Tazali où la peur est désormais omniprésente depuis le massacre au début du mois de 22 militaires nigériens. L'attaque du 7 octobre a marqué les esprits des 3900 réfugiés du camp onusien situé dans la région de Tawa, à quelques 400 km au nord-ouest de Niamey. Commentaire. Rentrer au Mali ou rester au Niger, dans l'un ou l'autre des deux cas, la mort peut être inévitable, juge un réfugié du camp de Tessalite. Dans ce camp, la peur est désormais omniprésente depuis le massacre au début du mois d'octobre de 22 militaires nigériens, mais l'arrivée du ministre de l'Intérieur nigérien au camp rassure un peu les réfugiés. Je jure par Allah que nous avons très peur, mais maintenant que les autorités sont venues jusqu'ici pour nous rassurer, Dieu merci, cela a un peu dissipé notre peur. Ah non, il n'est pas question de rentrer au Mali. Nous ne voulons pas retourner, nous voulons rester ici au Niger où il y a la sécurité. Protéger les réfugiés est primordial selon le ministre de l'Intérieur. À cet effet, des mesures sécuritaires sont prises pour renforcer le dispositif de défense. Je suis venu leur dire que pour autant, nous sommes debout et jamais nous ne faillirons à notre devoir de les protéger. Ceux qui avaient été visés, ce n'étaient pas eux les réfugiés, encore moins les villageois, c'était nos soldats. Nous allons renforcer notre dispositif de défense, notre dispositif sécuritaire, mais nous allons de plus en plus
impliquer les populations à la prise en charge de la sécurité par divers moyens sur lesquels nous allons nous entendre dans le cadre du dialogue qui nous permettra d'en définir les modalités. L'attaque du 7 octobre a marqué les 3900 réfugiés du camp onusien dans la région de Tawa, située à 400 km au nord-ouest de Niamey. Cette localité, proche de l'Algérie et du Mali, est l'une des zones les plus instables au Niger, où l'armée est souvent ciblée par les djihadistes. Cette porte d'entrée pour les terroristes nécessite un plan de meilleure sécurisation. 119 personnes ont péri dans le déraillement d'un train Yaoundé-Douala vendredi au Cameroun, selon un nouveau bilan communiqué lundi par la radio d'État CATV sur instruction du président Paul Biya. Le pays a observé ce lundi une journée de deuil national et les drapeaux étaient en berne. Commentaire Antoinette Sagbo. Bondé de passagers, un train de la compagnie ferroviaire Camrail, filiale du groupe français Bolloré, a déraillé dans la mi-journée de ce vendredi près de la gare d'Esseka au sud de Yaoundé. Bilan de ce drame, 79 morts et 551 blessés. Devant une telle catastrophe, les Camerounais ont observé ce lundi une journée de deuil en mémoire des disparus sur instruction du chef de l'État Paul Biya. Pour sauver les blessés hospitalisés, des donneurs de sang se sont mobilisés pour faire don de ce liquide rouge. Je suis venue comme toute personne sur le territoire camerounais. Je suis venue donner mon sang parce que je pense que c'est la première nécessité pour les accidentés et suivra le reste. Aujourd'hui, nous savons qu'avec les blessés, l'hôpital aura besoin de beaucoup de sang. Donc c'est pour ça que nous avons fait appel à tous nos camarades et sympathisants de venir donner de leur sang pour sauver les blessés. Et cette opération va se dérouler sur toute la semaine. Une messe en l'honneur des victimes de l'accident a été également célébrée lundi soir à Douala par Monseigneur Dieudonné Bayamey. Tous les Camerounais sont éprouvés par cette disparition, par cette catastrophe. Nous sommes venus manifester notre compassion à tous et surtout prier pour que le Seigneur soit le seul à nous consoler en ces moments de dure épreuve. Le déraillement du train sur la route Yaoundé-Douala est dû non seulement à la surcharge des voyageurs, mais également à l'effondrement d'un pont quelques heures plus tôt reliant les deux villes, interrompant toute circulation. Du coup, les voyageurs s'étaient rabattus en masse sur la ligne ferroviaire. Pour faire la lumière sur l'accident, une enquête est ouverte afin d'établir les causes liées à ce déraillement du train. Dans la cour d'un dispensaire en rase campagne à proximité du front à l'est de Mossoul, des médecins kurdes en blouse blanche s'agitent autour d'un brancard posé à même le sol. Les blessés arrivent et les hôpitaux kurdes font leur possible pour les soigner. Reportage. C'est un sujet tabou pour les forces kurdes. Les autorités refusent de parler du nombre de blessés ou de pertes dans leurs rangs. Mais sur le front, les ambulances vont et viennent, direction cet hôpital de campagne. Et le docteur Ahmad Mezouri accueille les premiers peshmerga blessés à quelques kilomètres du front. Il y a des kamikazes qui se font exploser ou des voitures piégées qui explosent devant les combattants. Donc il y a des blessés causés par les attaques suicides. Les blessés sont ensuite transférés vers les hôpitaux de la région, ici avec l'aide de militaires étrangers. Les urgences de l'hôpital d'Erbil-Ouest ont déjà accueilli plus de 100 blessés seulement ces 3 derniers jours. Zahed a été pris pour cible dans les rues de Kirkouk lors de violents combats pour repousser une offensive surprise des djihadistes. On ne les a pas vus, ils nous ont visés avec une roquette. Mon camarade est parti en courant et en essayant de le rejoindre, un sniper m'a tiré dessus. J'ai pris 3 ou 4 balles dans le dos et une dans la jambe. Pour Zahed, il faut d'abord nettoyer sa plaie à la jambe. L'hôpital peut prendre en charge 80% des blessures, mais 5% doivent être traités à l'étranger. Pour le directeur, la quantité de blessés pourrait dépasser les capacités de l'établissement. Nous nous sommes préparés, mais honnêtement, nous n'avons pas les capacités. Cette fois, nous avons accueilli plus de 100 blessés, mais que Dieu nous en préserve.
Si nous devions accueillir plus de 1000 blessés, l'hôpital ne supporterait pas. Responsables irakiens et étrangers ont déjà prévenu que la bataille de Mossoul pourrait durer plusieurs mois. Et à l'approche des faubourgs de la ville et le début de batailles de rue, les médecins redoutent des blessures plus graves et plus nombreuses. Aux États-Unis, le géant des télécommunications AT&T a annoncé racheter pour 85,4 milliards de dollars Time Warner, propriétaire des chaînes de télévision CNN et HBO et des studios de cinéma Warner Bros. Un mariage qui va bouleverser le paysage des médias américains. Reportage. Time Warner, propriétaire des chaînes de télévision HBO et CNN et des studios Warner Bros. Qui abritent la série culte Game of Thrones, appartient désormais à AT&T, fournisseur d'accès aux chaînes payantes et des deux grands opérateurs télécoms américains. La transaction s'élève plus précisément à 108,7 milliards de dollars si on inclut la dette selon un communiqué du géant des télécommunications AT&T. Ce mariage crée un mastodonte aussi bien dans les contenus que les tuyaux avec des parts de marché importantes dans ces deux secteurs aux marges très lucratives, notamment les contenus qui attirent Amazon, Netflix et désormais Google. L'accord est un assortiment parfait de deux sociétés avec des forces complémentaires qui peuvent apporter une nouvelle vision de la façon dont l'industrie des médias et des télécommunications travaille pour les clients, les créateurs de contenu, les distributeurs et annonceurs, a déclaré Randall Stephenson, le président d'AT&T, dans un communiqué. Le mariage qui devrait être finalisé fin 2017 se fera en liquide et en actions. Cette fusion devrait être examinée de près par les autorités de la concurrence et la classe politique américaine, car la nouvelle entité pèserait à elle seule plus de 300 milliards de dollars en bourse, avec des activités allant du téléphone aux médias en passant par le câble et Internet. En campagne ce 22 octobre 2016, Donald Trump, le candidat républicain à la Maison-Blanche, a d'ores et déjà indiqué qu'il ferait tout pour bloquer ce mariage s'il était élu, car il estime que c'est beaucoup trop de concentration de pouvoir dans les mains de peu de personnes. C'est ici que s'achève cette édition réalisée par Moïse Patinvo. Chimène Claudia Dossou était à la prise de son. Damien Pedro derrière les caméras dans ce studio. Nos informations continuent sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci à toutes et à tous et bonne suite de nos programmes. Bonsoir.